Le régime israélien, son existence même, nuit aux intérêts des États-Unis. C'est un fardeau pour les États-Unis. Certains peuvent se demander pourquoi l'Iran ne frappe-t-il pas le régime israélien maintenant? Je pense qu'il y a 3 raisons à cela. La première, c'est que cette guerre porte sur le détroit d'Ormuz, et l'Iran veut se concentrer sur le détroit et s'assurer que les États-Unis échouent. Le deuxième point, c'est que l'Iran ne déclenche jamais de guerre. Il ne le fait pas. Pourtant, beaucoup de gens attaquent l'Iran, même des soutiens de l'Iran sur Internet, l'attaquent en disant « Vous devriez avoir une arme nucléaire. Vous êtes insensé, vous êtes stupide. Vous devriez déclencher la guerre. Vous vous comportez comme des idiots. Ils vont vous détruire. » J'entends souvent ça, y compris de la part de gens qui soutiennent vraiment sincèrement l'Iran, partout dans le monde. Mais l'Iran ne déclenche pas de guerre. C'est comme ça. C'est une conviction religieuse chez eux, et ils ne le feront pas. Mais il y a aussi une troisième raison. Le régime israélien est en crise. Il y a une crise interne, et des élections approchent. Et cette crise est plus grave que ce que beaucoup d'entre nous semblent penser. J'ai lu certains documents publiés par Conflicts Forum, produits par Aisling, la femme d'Alastair Crooke. Elle traduit et publie des articles en hébreu issus de la presse hébraïque du régime israélien. Et les divisions sont très profondes et dangereuses. Pour l'instant, les Iraniens observent, attendent et regardent ce qui se passe au sein du régime. Ils préféreraient ne rien faire qui puisse, à ce stade, unir les différentes forces politiques derrière Netanyahou. Ils aimeraient voir ces affrontements se poursuivre. Mais si Netanyahou et sa coalition tirent un missile sur l'Iran, alors il y aura la guerre, et l'Iran ripostera très durement. Quoi qu'il en soit, l'Iran prépare le terrain pour la guerre, parce qu'il détruit toutes ces installations radars et tous ces moyens qui sont là pour protéger le régime israélien, ainsi que les forces des États-Unis. Maintenant, à propos d'Israël, certains reportages récents indiquent que des déclarations faites par plusieurs hauts responsables israéliens, dont Benjamin Netanyahou, laissent entendre que si l'Iran recommençait à frapper Israël, il le frapperait plus durement qu'auparavant, ce qui laisse penser qu'il pourrait s'agir d'une arme nucléaire. Du côté iranien, y a-t-il une inquiétude à l'idée qu'un jour, l'Iran puisse être la cible d'une arme nucléaire israélienne? Eh bien, d'abord, il a déjà dit cela à de nombreuses reprises. Mais le simple fait qu'il tienne ce genre de propos, je pense que cela révèle encore davantage aux yeux de l'humanité ce qu'est réellement le régime israélien. Mais je ne pense pas non plus que le régime israélien survivrait à une telle attaque. D'abord, le monde ne l'accepterait pas. Et ce régime est déjà méprisé et haï partout dans le monde. C'est donc un premier point. Le deuxième, c'est que l'Iran est un très grand pays. Et l'Iran n'a aucun projet de produire des armes nucléaires. Dans les années 1980, lorsque les États-Unis soutenaient Saddam Hussein et que l'Occident lui fournissait des armes chimiques pour les utiliser contre les Iraniens, et comme je l'ai peut-être déjà dit dans votre émission, j'ai moi-même survécu à 2 attaques chimiques. J'ai survécu à un agent neurotoxique lors de l'opération Khaybar, et j'ai survécu au gaz moutarde en 1988. Alors, ces choses-là, je les connais un peu, vous savez, de première main. À l'époque, des dirigeants et des responsables politiques iraniens sont allés voir le guide, l'ayatollah Khomeini, et lui ont dit « Nous avons besoin d'armes chimiques ». Et l'Occident empêchait même l'Iran d'acheter des masques à gaz. Alors l'ayatollah Khomeini a répondu « Non, c'est une arme inhumaine, et vous n'avez pas le droit de la fabriquer. Vous devez faire la guerre sans elle. » Cette idée s'est poursuivie sous l'ayatollah Khamenei. Il a émis une fatwa, comme nous le savons tous, et il n'existe aucune preuve que l'Iran ait jamais, enfin, l'IAEA n'a jamais produit la moindre preuve que l'Iran fabriquait une arme nucléaire.
Et les États-Unis reconnaissent qu'au moins depuis 2003, l'Iran n'a pas tenté de construire une arme nucléaire. Avant 2003 non plus d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Et il existe un bon livre sur le sujet au fait. Il y en a même deux. L'un s'intitule Manufactured Crisis de Gareth Porter. Oui, c'est un type excellent. Et un autre, A Dangerous Delusion de Peter Oborne, qui est britannique. À cela s'ajoutent les deux livres que j'ai déjà mentionnés dans votre émission, Going to Tehran de Leverett et Resistance de notre ami commun Alasdair Crooke. Donc les Iraniens ne fabriquaient pas d'armes nucléaires. Mais le docteur Larijani, qui a été martyrisé dans cette guerre et qui présidait le Conseil suprême de sécurité nationale, a dit un jour, pas lorsqu'il présidait le Conseil, mais lorsqu'il était représentant du guide, il a dit que s'il y avait, je paraphrase, j'ai peut-être oublié ces mots exacts, mais il a dit que s'il y avait une menace imminente contre l'existence de l'Iran, la posture nucléaire de l'Iran changerait. Et le docteur Karazi, qui était ministre des Affaires étrangères sous le président Khatami, a dit la même chose lui aussi. Et lui aussi a été tué pendant la guerre par les Américains et les Israéliens. Donc, je suppose que s'il y a une menace imminente, une menace nucléaire crédible contre l'Iran, serait considérée comme une menace imminente. Et comme je l'ai dit, l'Iran a de nombreuses capacités. C'est un pays très avancé. On le voit dans cette guerre. Il choisit de ne pas avoir d'armes nucléaires. Mais s'il devait y avoir une menace contre son existence, alors je pense que les choses pourraient changer. Je ne sais pas si j'ai été déconnecté ou non, parce que j'ai perdu votre image. Non, non, vous êtes très bon. Non, c'est juste que parfois, on veut se concentrer sur vous. Quel est l'effet jusqu'à présent? Hier sur Fox News, Scott Bessent a déclaré que les sanctions ont un effet paralysant sur l'économie iranienne, que l'inflation a augmenté de 180%, que les rayons des magasins sont vides, que les gens perdent leur emploi et que ça commence vraiment à se faire sentir sur le terrain. Quelle est la réalité sur le terrain? Eh bien, vous savez, c'est ce qu'ils disent depuis que je suis adolescent, que l'Iran est toujours en train de s'effondrer, qu'il s'écroule. Le régime, ils adorent dire « régime ». Le régime est au bord de l'effondrement. Il est très impopulaire. Ils sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Mais ce régime maléfique ne disparaît pas. Et il est toujours là. Et vous avez tous ces millions de personnes, des millions de personnes maléfiques dans les rues, qui pleurent le dirigeant et les enfants qui ont été assassinés. Enfin, ils vivent dans leur univers parallèle. Oui, bien sûr. Quand vous imposez un siège, quand vous bombardez des usines, des écoles, des hôpitaux et des immeubles d'habitation, et que vous imposez des sanctions, bien sûr que la vie va devenir plus difficile. Mais les Iraniens vont faire preuve de résilience et résister. C'est un pays qui a des milliers d'années de civilisation et une identité religieuse chiite, qui, comme l'explique très bien Alasdair Crooke dans son livre Resistance, le rend particulièrement fort face à l'oppression, d'une force unique. C'est ce que nous voyons au Liban, c'est ce que nous voyons en Iran, c'est ce que nous voyons au Yémen, et plus largement, dans toute la résistance. Donc, vous savez, les États-Unis ne vont pas gagner cette guerre, quoi qu'il arrive. Pourtant, c'est après que les États-Unis ont imposé des sanctions de pression maximale, après qu'ils ont assassiné le dirigeant, après qu'ils ont imposé, vous savez, après la guerre de l'an dernier, la guerre de 12 jours. Après tout ça, nous avons vu les funérailles à Téhéran, dans les villes saintes de Makkad et de Qom, ainsi que dans les villes saintes de Najaf et de Kerbala. En Irak, les États-Unis échouent. Ces gens peuvent bien faire semblant autant qu'ils veulent de gagner, tout comme le secrétaire à la guerre prétend avoir détruit tous nos missiles. Mais au bout du compte, la réalité ne cesse de leur tomber dessus, et ils ne semblent pas comprendre que ce qui leur tombe dessus
dessus. C'est la réalité. Oui, tout à fait. Et ça va continuer. Une dernière chose dont je veux vous parler, puisque vous venez de mentionner l'Irak. Hier soir sur Fox News, dans l'émission de Jesse Waters, il a fait ce commentaire. Vous savez, la question du pétrole commence vraiment à entrer en jeu maintenant. Les États-Unis il affirme qu'ils vont rouvrir le détroit d'Ormuz. Laissons ça de côté pour le moment. Mais il a dit, écoutez, nous venons de signer avec l'Irak toute une série d'accords pour obtenir 2 dispositifs pétroliers distincts. Un nouveau pipeline qui contournera le détroit d'Ormuz et un autre qui permettra de nouveaux forages, je crois par Chevron, si je ne me trompe pas, ou quelle que soit l'entreprise concernée, plusieurs compagnies pétrolières différentes. Mais je me souviens aussi que lorsque le président Trump a reçu le premier ministre irakien, une partie de l'accord portait sur le retrait des forces armées des États-Unis. Et j'ai cru comprendre que soit cela s'est déjà produit, soit cela est sur le point de se produire. Ce même premier ministre va se rendre à Téhéran pour peut-être conclure d'autres accords. Que pouvez-vous nous dire de la réalité des relations actuelles avec l'Iran et du pétrole? En réalité, s'ils veulent construire des oléoducs, cela prendra des années. Mais même s'ils y parviennent, si l'Iran ne veut pas que ce pétrole soit exporté, il peut bombarder la source de ce pétrole. Et de toute façon, les États-Unis sont très impopulaires en Irak. Aujourd'hui, le peuple irakien méprise les États-Unis. Il existe une minorité, au nord parmi les groupes kurdes et à l'ouest, qui soutient les États-Unis. Mais la plupart des Irakiens ne les soutiennent pas. Il y a plusieurs raisons à cela. L'une d'elles, c'est que l'Irak, lorsqu'il exporte son pétrole, doit faire transiter l'argent par une banque aux États-Unis. Et les États-Unis disent au gouvernement irakien s'il peut disposer de son argent ou non. Il donne au compte-gouttes au gouvernement irakien son propre argent. Que fait l'Iran lorsqu'il a du gaz en surplus et de l'électricité en surplus? Je ne sais pas s'il en a encore en surplus aujourd'hui. À cause des sanctions américaines, le gouvernement irakien n'a pas le droit de payer l'Iran pour son pétrole, son gaz et son électricité. Mais l'ayatollah Khamenei, l'ayatollah martyr Khamenei, a toujours dit aux différents gouvernements « Laissez tomber. Laissez-les avoir le gaz et l'électricité, parce que le peuple irakien en a besoin. Il manque d'électricité et de gaz. » Alors l'Iran, qui subit les sanctions américaines de pression maximale, fournit de fait gratuitement de l'électricité et du gaz à l'Irak pour aider le peuple irakien. Et les Américains étranglent les Irakiens et leur disent « Vous faites ce qu'on vous dit, sinon vous n'aurez pas votre puits de pétrole. » Qui va être populaire et qui va durer sur le long terme? Et qui est le voisin de l'Irak? Ils peuvent donc signer tous les accords qu'ils veulent pour dans 10 ans. Mais, vous savez, d'ici là, je pense que nous allons vivre dans un monde très... Eh bien, ce jour-là m'inquiète, et je me demande à quoi il ressemblerait pour toute la région, ainsi que pour l'économie mondiale. La dernière question que je voudrais vous poser porte sur quelque chose que j'ai vu passer. C'est un peu plus marginal, mais je me demande si vous avez un avis là-dessus. Ces derniers temps, certains ont avancé cet argument, aussi bien dans des médias occidentaux que dans des médias russes et moyen-orientaux. Si la guerre tourne mal, et surtout si elle redevient une guerre à grande échelle, avec les deux camps face à face, et que l'Iran déploie réellement ses forces de missiles et commence à endommager, par exemple, les usines de dessalement ou les infrastructures énergétiques, parce que nous aurions frappé les leurs, et bien sûr, comme vous l'avez suggéré, il le ferait. Il est possible que l'Iran mobilise ensuite des forces terrestres pour entrer dans des zones comme le Koweït, entre autres, et prendre réellement le contrôle de certains de ces champs pétroliers. Est-ce que ce sont simplement des propos farfelus
ou est-ce une éventualité réellement envisagée? En réalité, je pense que ce qui est le plus imminent, c'est la possibilité que le Yémen puisse entrer en Arabie saoudite. D'abord, détruire leurs installations pétrolières, puis entrer en Arabie saoudite. Ils ont une armée énorme et les Saoudiens sont très vulnérables. Et maintenant, leurs richesses issues des exportations, vous savez, ils ne peuvent pas utiliser le détroit d'Ormuz et ils ne peuvent pas utiliser le détroit de Bab el-Mandeb. Et il ne s'agit pas seulement du pétrole, mais de toutes les marchandises. Les Saoudiens sont donc dans une très mauvaise situation. Ensuite, il y a la résistance en Irak. La résistance en Irak est plus importante que le Hezbollah, même avec toutes ses forces de réserve. Donc en Irak, vous avez peut-être 150 000, 200 000 personnes affiliées à la résistance. Et quand vous dites résistance, vous parlez de la résistance iranienne. Oui, favorables aux Iraniens. Ceux qui, pendant les 40 jours de combat, tiraient sur des bases américaines. Mais la résistance n'était pas montée très haut dans l'échelle de l'escalade. Donc il y a toujours une retenue, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais s'il y a une guerre totale, c'est le scénario dont vous parlez. S'il y a une guerre totale, alors la résistance irakienne elle-même peut prendre le Koweït facilement. Et si les Irakiens prennent le Koweït et le veulent pour eux-mêmes, je suis presque certain que les Iraniens l'accepteront très bien. Vous savez, ça leur conviendra tout à fait. Et cette résistance irakienne pourrait-elle agir sans la volonté, voire la participation, des véritables forces de sécurité irakiennes, les ISF? L'Irak, c'est très compliqué. Leur relation est plutôt bonne. Et comme je l'ai dit, les Irakiens, on a vu les funérailles de l'ayatollah Khamenei à Najaf, à Kerbala. Les Irakiens étaient présents. Leur relation avec l'Iran est très bonne. Leur colère contre les États-Unis est évidente. Donc ils ne vont pas se battre les uns contre les autres. C'est quelque chose que le gouvernement américain ne comprend pas. L'Irak, qui est un pays majeur, s'oppose aux États-Unis. Le Yémen s'oppose aux États-Unis. Qui sont les alliés des États-Unis? Le Koweït, le Qatar, les Émirats. Je veux dire, ce ne sont pas. Ils gagnent de l'argent, ils produisent du pétrole et du gaz, mais ce ne sont pas des puissances. Ils ont peut-être beaucoup d'argent à la banque, mais ils n'ont pas de véritable armée. Et on a vu l'Arabie saoudite faire la guerre au Yémen. L'Arabie saoudite et les Émirats, ensemble, faire la guerre au Yémen, avec toutes ces dizaines de milliers de mercenaires qu'ils ont payés pour combattre le Yémen. Et au final, ils ont échoué. Et les États-Unis ne sont pas populaires en ce moment. Si les gens allaient sur Internet, quand on regarde les sections de commentaires dans les médias arabes, on voit que les populations de toute la région, dans le monde arabe, soutiennent l'Iran, pas les États-Unis. Donc ce n'est pas une guerre dont je pense. Je ne vois aucun. Personnellement, je ne vois aucun scénario dans lequel les États-Unis gagnent. Et ça pourrait mal tourner, comme vous l'avez dit. Ça pourrait se terminer. Ce sera quand même mauvais. Tous les scénarios tournent mal. Certains de façon terriblement grave, d'autres un peu moins. Dans aucun scénario, je ne peux imaginer une situation où les États-Unis ne perdent pas. Oui, et je vais simplement vous dire ceci. Si le scénario que vous avez évoqué, avec les forces de sécurité irakiennes et ce que les Yéménites, les forces armées des Houthis, Inch'Allah, pourraient faire à l'Arabie saoudite là-bas, se produisait, ce ne serait pas comme en 1991, quand Saddam Hussein a envahi le Koweït. Les forces armées américaines qui existaient à l'époque n'existent plus aujourd'hui. Et nous ne pourrions pas intervenir et simplement les expulser, parce que nous n'avons pas les forces terrestres nécessaires. Aujourd'hui, nous n'avons même plus les ressources, ni les bases, et nous ne pourrions jamais débarquer comme mes forces l'ont fait. Je suis arrivé avec le 2e régiment de cavalerie américain,
qui a débarqué à Jabal en Arabie Saoudite. On avait la facilité de tout débarquer des navires, puis d'avancer pour affronter la garde républicaine. Cela n'arriverait jamais aujourd'hui. Donc, si ce scénario se produit, si nous sommes assez stupides pour déclencher cette guerre et qu'elle se transforme en combat au sol, personne ne pourra sauver le Koweït cette fois. Alors espérons simplement que nous n'en arriverons pas là. Ou l'Arabie saoudite. Si le Yémen intervient, si l'Irak intervient, enfin, l'Arabie saoudite ne tiendra pas. Et si les États-Unis commencent à viser les infrastructures critiques de l'Iran, je pense que tous ces régimes s'effondreront de toute façon. Alors, que Dieu nous aide si nous en arrivons là, parce que cela nous plongerait presque à coup sûr dans une grande dépression. Comment pourrait-il en être autrement, vu la perturbation des approvisionnements énergétiques? Espérons que nous n'en arriverons pas là, que le bon sens finira par l'emporter et que nous pourrons au moins terminer tout cela dans une mauvaise situation, mais pas dans une situation catastrophique. En tout cas, merci infiniment d'être venu aujourd'hui et d'avoir apporté ces éclaircissements. C'est ce que beaucoup de gens ne veulent pas entendre, mais c'est la réalité. Et c'est précisément ce dont nous avons grand besoin en ce moment. Alors merci beaucoup pour cela. Merci. Ça ne me fait aucun plaisir de dire ce genre de choses, mais je pense que je dois le dire, parce que les gens doivent savoir ce que Fox News, MSNBC, CNN, la BBC, et ainsi de suite, ne disent pas. En effet, c'est exactement pour ça que nous avons cette chaîne. Alors merci, et nous vous apprécions. On revient dans environ 2 minutes et demie. Larry Johnson sera avec nous pour donner son point de vue sur beaucoup des sujets dont nous parlons aujourd'hui, mais aussi sur ce qui se passe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez toujours envie de voir Larry le chemise Johnson? Vous serez content dans environ 2 minutes. À tout de suite. Vous savez, je n'essaie pas de vous convaincre d'acheter de l'or, ni de vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime et partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez.